Il cachait son téléphone. Pas de manière spectaculaire. Pas comme quelqu'un qui aurait quelque chose à se reprocher, du moins en apparence. C'était plus subtil, plus quotidien. Un geste répété, presque élégant. Il posait toujours l'écran face contre la table. Il sortait de la pièce pour répondre. Il souriait vaguement quand une notification apparaissait, puis glissait l'appareil dans sa poche, comme on referme un tiroir. Inutile. Pendant longtemps, je n'y ai rien vu. Ou plutôt, j'ai choisi de ne rien voir. Après tant d'années de vie commune, on apprend à ignorer ce qui dérange pour préserver ce qui tient encore. Je me disais que c'était l'époque. Les téléphones, la vie moderne, le besoin d'intimité. Je me disais que la confiance consistait précisément à ne pas regarder par-dessus l'épaule de l'autre. Et puis un jour, il a fait un geste de trop. C'était un matin banal. Le café fumait encore sur la table. Il s'est levé précipitamment, laissant son téléphone derrière lui. L'écran s'est allumé. Pas longtemps. Juste assez pour que je voie un prénom. Un prénom que je ne connaissais pas, accompagné d'un message, bref, familier, trop intime pour être anodin. Il est revenu presque aussitôt. Il a attrapé l'appareil, l'a éteint, sans un mot. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. J'ai vu passer quelque chose dans ses yeux. Pas de la panique. De la vigilance. Comme s'il vérifiait si j'avais vu. Et à cet instant précis, j'ai su que je venais de franchir une frontière invisible. Je n'ai rien dit. Pas tout de suite. Nous avons continué à parler de choses sans importance. Le programme de la journée. Les courses à faire. Une conversation parfaitement normale. Mais en moi, quelque chose s'était figé. Ce n'était pas encore la douleur. C'était une alerte. Une sensation physique, presque animale, qui me disait que ce téléphone n'était plus un simple objet. Il était devenu un refuge. Un lieu où je n'avais pas accès. Le reste de la journée s'est déroulé comme dans un brouillard. Je me surprenais à observer ses gestes, la manière dont il gardait son téléphone à portée de main, la rapidité avec laquelle il le retournait dès que j'approchais, les messages auxquels il répondait en silence, dos tourné. Tout ce que je n'avais jamais remarqué auparavant s'alignait soudain avec une précision inquiétante. Le soir, j'ai posé une question simple. Pas une accusation. Pas un piège. Tu reçois beaucoup de messages ces temps-ci. Il a haussé les épaules. Des collègues, rien d'important. Sa réponse était fluide, trop fluide, comme répétée. Je l'ai regardé longuement. J'ai attendu qu'il ajoute quelque chose, qu'il m'explique, qu'il ouvre, ne serait-ce qu'un peu, cette zone devenue opaque. Il ne l'a pas fait. Il a pris son téléphone et l'a rangé dans sa poche. Geste mécanique, définitif. Ce soir, je n'ai pas insisté. Je me suis couché à côté de lui, éveillé, tandis qu'il s'endormait sans difficulté. J'entendais sa respiration régulière. Moi, je comptais les secondes. Je repassais mentalement des scènes anciennes. Les moments où il s'isolait pour répondre. Des voyages où il gardait toujours son téléphone sur lui. Même dans la salle de bain. Je me suis sentie ridicule. À mon âge, à ce stade de ma vie, soupçonner ainsi l'homme avec qui j'avais tout partagé. Je me suis dit que je devenais paranoïaque, que je cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais cette pensée ne tenait pas. Parce que ce que je ressentais n'était pas de l'imagination. C'était une accumulation de détails longtemps mis de côté. Les jours suivants, le téléphone est devenu omniprésent. Pas physiquement, symboliquement. Je sentais qu'il existait un espace de sa vie qui m'était interdit. Un espace protégé, entretenu, nourri par des échanges dont j'étais exclu. Et cette exclusion me blessait plus que le contenu supposé de ces messages. Un après-midi, sans y penser vraiment, je me suis surprise à écouter ses pas quand il quittait la pièce, à mesurer le temps de ses appels, à observer son visage quand il revenait. J'ai détesté cette version de moi-même, méfiante, en alerte, mais je ne pouvais plus revenir en arrière. Quelque chose avait été vu. Ou plutôt, deviné. Je ne savais pas encore quoi, ni avec qui, ni depuis quand. Mais je savais une chose avec une certitude froide. S'il cachait son téléphone, ce n'était pas pour protéger sa vie privée. C'était pour protéger une autre réalité. Une réalité qui ne me laissait plus de place. Ce soir, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme qui n'était plus disposée à se contenter d'indices flous. Une femme fatiguée de faire semblant de ne pas comprendre.
J'ai compris que continuer à détourner le regard serait accepter une vie racontée à moitié. Je n'avais pas encore la preuve. Je n'avais pas encore les mots. Mais j'avais déjà la vérité essentielle. On ne cache pas ce qui est innocent à quelqu'un que l'on respecte. Il cachait son téléphone. Et désormais, je savais que ce geste, apparemment anodin, allait m'obliger à regarder bien au-delà de l'écran. Avant que ce téléphone ne devienne un mur invisible entre nous, ma vie avait une forme reconnaissable. Elle n'était ni romanesque, ni parfaitement heureuse, mais elle tenait. Et, à mon âge, tenir semblait déjà être une victoire. Nous avions bâti une routine solide, faite de gestes connus, de silences apprivoisés, à barre, d'un langage commun qui n'avait plus besoin de mots pour fonctionner. Je l'avais rencontré jeune, à une époque où l'on ne se cachait pas derrière des écrans. Les conversations se faisaient face à face, les secrets se lisaient dans les regards, et les absences avaient toujours une raison claire. Il n'était pas un homme expansif, mais il avait cette constance rassurante qui donne l'illusion de la fidélité intérieure. Je me disais que tout n'avait pas besoin d'être dit pour être vrai. Ah, nous avons traversé les années comme on traverse un paysage familier. Il y a eu les responsabilités, le travail, les sacrifices silencieux. J'ai souvent été celle qui s'adapte, qui ajuste, qui comprend avant même qu'on lui explique. Cela ne me pesait pas. J'y trouvais une forme de stabilité, presque de fierté. J'étais la femme qui tient la maison, les liens, la continuité. Avec le temps, nous avons appris à vivre côte à côte, sans tout partager. Je croyais que c'était la maturité, que l'amour long se nourrit d'espaces séparés. Il avait ses centres d'intérêt, ses silences, ses moments à lui. Je respectais cela. Je pensais même que ce respect était une preuve de confiance. Je ne cherchais pas à entrer dans chaque recoin de sa vie. Là, quand les téléphones portables sont devenus omniprésents, je n'y ai pas vu de menace. Ils faisaient partie du décor, comme la télévision ou l'ordinateur. Au début, il laissait son appareil traîner. Il répondait devant moi. Puis, très progressivement, quelque chose a changé. Mais à l'époque, je n'avais pas les mots pour le nommer. La vie d'avant était faite de petits arrangements tacites. Je ne posais pas trop de questions. Il n'entrait pas trop dans les détails. Nous fonctionnions sur une confiance implicite, presque paresseuse. Je me disais que, si un problème existait, je le sentirais clairement. Je n'imaginais pas que la trahison puisse prendre une forme aussi discrète, aussi quotidienne. Je repense aujourd'hui à certaines scènes avec un regard différent. Des soirées où il semblait ailleurs. Des conversations interrompues par une vibration silencieuse. Des sourires esquissés, puis retenus. À l'époque, je mettais cela sur le compte de la fatigue, de l'âge, de la vie moderne qui disperse l'attention. Je protégeais l'image que j'avais de nous. Il y avait aussi cette manière qu'il avait de minimiser mes inquiétudes. Quand je disais qu'il semblait préoccupé, il répondait que je m'inquiétais trop. Quand je lui demandais s'il allait bien, il disait que tout était normal. J'acceptais ses réponses. Je voulais croire que la normalité était encore notre territoire commun. La vie d'avant n'était pas mensonge permanent. C'est ce qui la rendait si trompeuse. Elle était faite de vérités partielles, d'omissions acceptées, de zones d'ombre que je choisissais de ne pas éclairer. Je pensais que l'amour consistait parfois à détourner le regard pour préserver l'essentiel. Je me souviens de moments simples, sincères, des rires partagés, des projets modestes, des souvenirs qui n'étaient pas fabriqués. Et c'est cela qui rend aujourd'hui la découverte plus douloureuse. Parce que tout n'était pas faux, mais tout n'était pas vrai non plus. Et cette nuance est la plus difficile à accepter. Avec le recul, je comprends que j'avais confondu la tranquillité avec la transparence. Je croyais que l'absence de conflit signifiait l'absence de secret. Je n'avais pas envisagé qu'un monde parallèle puisse se construire sans bruit, nourri par des messages effacés, des gestes discrets, une vigilance constante. La femme que j'étais avant ce téléphone retourné n'était pas naïve. Elle était confiante. Et cette confiance, je l'avais offerte sans condition, persuadée qu'elle serait respectée. Je n'avais pas encore compris que la confiance aveugle peut devenir un terrain fertile pour le non-dit. La vie d'avant reposait sur cette certitude fragile. Ce que je ne voyais pas n'existait pas. Aujourd'hui, je sais que cette certitude était une construction. Une construction confortable, mais dangereuse. Et que le premier pas vers la vérité n'est pas toujours une révélation brutale, mais un détail qui refuse soudain de se laisser ignorer.
Avant que je ne sache pourquoi il cachait son téléphone, j'avais déjà commencé à perdre quelque chose. Pas lui. Pas encore. Mais la version de moi à même qui croyait que le silence protège toujours ce que l'on aime. Après ce matin-là, rien n'a changé officiellement. Et pourtant, tout était différent. Les petites humiliations n'arrivent jamais en bloc. Elles s'installent par touches presque imperceptibles, comme une poussière fine, que l'on respire sans s'en rendre compte. Je n'aurais pas su dire quand elles ont commencé exactement. Je sais seulement qu'un jour, je me suis sentie de trop. Il y avait d'abord le silence. Pas ceux qui reposent, mais ceux qui ferment. Je lui parlais, il acquiesçait sans vraiment écouter. Ses réponses étaient brèves, pratiques, sans chaleur. Quand je m'arrêtais au milieu d'une phrase, il ne s'en rendait même pas compte. Son attention semblait ailleurs, happée par un monde auquel je n'avais pas accès. Puis il y a eu les remarques, glissées comme des évidences. Tu exagères. Tu te fais des idées. Ce n'est pas si important. Chaque phrase, prise isolément, semblait anodine. Ensemble, elles formaient un message clair. Ce que je ressentais n'avait pas de valeur. Je me surprenais à reformuler, à atténuer, à m'excuser presque d'exister dans la conversation. Je me disais que je devenais trop sensible, que l'âge rend parfois plus vulnérable. J'acceptais cette explication, parce qu'elle m'évitait d'en chercher une autre. Je n'ai pas touché l'appareil. Je n'ai pas cherché à fouiller. Je suis restée là, immobile, le cœur soudain, très calme. C'est étrange, comme certaines vérités ne provoquent pas de tempête immédiate, mais une clarté glacée. Je n'avais pas besoin de lire davantage. Ce que je voyais confirmait ce que je pressentais depuis des semaines. Quand il est revenu, il a repris son téléphone avec un réflexe rapide, presque nerveux. Il a levé les yeux vers moi, comme pour évaluer. Avais-je vu? Avais-je compris? Je n'ai rien laissé paraître. Pas par ruse, mais parce que je savais que le moment n'était pas encore venu. Plus tard, dans la soirée, j'ai tenté une approche simple. Pas une accusation. Une question. Tu sembles très sollicité ces temps-ci. Il a souri sans me regarder vraiment. C'est le travail. Rien de nouveau. Cette réponse, je l'avais déjà entendue. Elle était devenue un refrain. Ce soir-là, pourtant, elle m'a frappé différemment. Parce qu'elle n'expliquait rien. Elle fermait. Elle mettait fin à toute possibilité de dialogue. Et dans ce refus tranquille de m'inclure, j'ai ressenti quelque chose de plus grave qu'un mensonge. Une injustice. Ce n'était plus seulement une affaire de messages cachés ou de soupçons affectifs. C'était le constat que, volontairement, il m'excluait d'une partie de sa vie. Qu'il décidait seul de ce que je pouvais savoir ou non. Qu'il jugeait inutile de me rendre des comptes. Cette asymétrie me heurtait plus que la possibilité d'une autre femme. Je me suis rappelé toutes les fois où j'avais respecté son espace, où j'avais choisi de ne pas insister, où j'avais interprété son silence comme un besoin légitime, et je comprenais soudain que cette confiance avait été utilisée contre moi, que mon respect avait servi de couverture à une réalité parallèle. La colère est venue plus tard. D'abord, il y a eu une tristesse sourde, une sensation d'avoir été tenue à distance, non par accident, mais par stratégie. Je me suis demandé depuis combien de temps. Depuis quand ce téléphone était devenu un territoire interdit? Depuis quand je n'étais plus la personne à qui l'on se confie spontanément? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que je ruminais des scènes imaginaires, mais parce que je revisais notre histoire avec un regard nouveau. Les absences, les sourires absents, les conversations interrompues. Tout prenait sens. Ce n'était pas une accumulation de hasard. C'était une organisation. Au matin, j'ai compris que ce que je vivais dépassait largement la blessure intime. Il s'agissait d'une mise à l'écart, d'une manière de me réduire à un rôle secondaire, pratique, silencieux. Une femme de l'ombre dans une vie que j'avais pourtant contribué à construire. Je me suis regardée longtemps dans le miroir. J'y ai vu une femme fatiguée, certes, mais surtout lucide. Je me suis demandé ce que cela signifiait d'accepter encore, de faire semblant, de ne pas comprendre, de continuer à vivre à côté de quelqu'un qui m'excluait délibérément. C'est à ce moment précis que j'ai décidé que je ne resterais plus dans l'ignorance confortable. Pas encore de plan, pas encore de confrontation, mais une limite claire. Je ne serai plus celle à qui l'on cache. Celle à qui l'on ment par omission. Celle dont la confiance sert de camouflage. Cette décision n'a pas été accompagnée de grands mots. Elle s'est installée calmement, comme une évidence tardive.
Je savais que ce qui allait suivre serait difficile, que chercher la vérité a toujours un prix. Mais je savais aussi que continuer à détourner le regard m'en coûterait. Rire davantage. La goutte d'eau n'a pas débordé en cri. Elle a fissuré un système de silence. Moment, et dans cette fissure, une certitude s'est imposée. Je ne pouvais plus accepter d'être exclu de ma propre vie. Après cette soirée-là, quelque chose s'est mis en marche en moi, lentement, sans bruit. Ce n'était pas une agitation visible, ni une colère explosive. C'était une vigilance nouvelle, presque austère. Je continuais à vivre comme avant, en apparence. Les repas, les courses, les conversations ordinaires. Mais intérieurement, je n'étais plus au même endroit. La nuit, surtout, je ne dormais plus de la même manière. Je ne ressassais pas des scènes imaginaires, je ne cherchais pas à deviner des mots précis. Je réfléchissais. Je pesais. Je revenais sur des détails que j'avais longtemps classés comme insignifiants. Le ton de certaines réponses. La rapidité avec laquelle il fermait une discussion. Cette façon qu'il avait de décider seul de ce qui méritait d'être partagé. Je me suis demandé quand j'avais commencé à accepter cela, à quel moment j'avais cessé d'exiger d'être incluse. La réponse ne m'a pas plu. Ce n'était pas récent. Cela s'était installé progressivement, au fil des années, au nom de la paix, de la maturité, de la confiance. J'avais confondu l'absence de conflit avec le respect mutuel. Et cette confusion m'allait coûter cher. Je me suis interrogée sur ma part de responsabilité. Pas pour m'accuser, mais pour comprendre. J'avais choisi le silence plus d'une fois. J'avais préféré me dire que ce n'était pas grave, que ce n'était pas le moment, et que cela passerait. Je m'étais raconté que l'amour durable exige parfois de renoncer à tout comprendre. Cette idée me semblait noble. Je la voyais maintenant pour ce qu'elle était aussi. Une facilité dangereuse. Il y avait en moi deux voix. L'une me disait de ne pas tout remettre en cause pour un téléphone, pour des soupçons encore flous. L'autre, plus calme, plus ferme, me rappelait que le problème n'était pas l'objet, mais ce qu'il symbolisait. Une frontière invisible, une vie partiellement dissimulée, un déséquilibre installé sans mon consentement. Je me suis surprise à observer mes propres réactions, à quel point je faisais attention à ne pas déranger, à ne pas poser la mauvaise question, à choisir mes mots pour rester acceptable. Cette autocensure m'a frappée. Depuis quand avais-je appris à réduire ma présence, pour préserver le confort de l'autre? J'ai aussi ressenti de la peur. Pas la peur de perdre un homme, mais celle de perdre une vie telle que je la connaissais. Car voir clair oblige à agir, tôt ou tard. Et agir implique des conséquences. Je comprenais pourquoi tant de femmes préfèrent détourner le regard. Le prix de la lucidité est élevé. Dans ces moments de réflexion, je repensais à la femme que j'avais été plus jeune. Celle qui posait des questions. Celle qui ne s'excusait pas de vouloir comprendre. Celle qui croyait que l'amour et la transparence allaient de pair. Je m'étais éloignée d'elle, progressivement, sans m'en rendre compte. La retrouver n'était pas confortable, mais c'était nécessaire. Je notais mentalement des faits, pas pour construire une accusation, mais pour me raccrocher au réel. Ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, ce qui m'avait été refusé. Mettre de l'ordre dans ces éléments me calmait. Mais je refusais de rester dans un flou émotionnel où l'on peut toujours me dire que j'exagère. Je me suis aussi demandé ce que je voulais réellement. Pas ce que je pouvais supporter, ni ce que je devais accepter par habitude. Ce que je voulais, profondément. La réponse a mis du temps à émerger. Elle n'était pas spectaculaire. Je voulais être respectée comme une adulte capable de comprendre. Je voulais que ma place ne soit pas négociable. Je voulais ne plus vivre dans une histoire racontée à moitié. Je priais parfois, sans formuler de demande précise. Pas pour sauver mon couple, ni pour le détruire. Je demandais de la lucidité, de la force tranquille. De ne pas me laisser emporter par la peur ou par la colère. Je sentais que ce qui allait suivre devait être posé, réfléchi, juste. Peu à peu, une certitude s'est imposée. Je ne pouvais plus continuer à faire semblant, même si je n'avais pas encore toutes les réponses. Même si la vérité complète me faisait peur. Rester dans l'ignorance volontaire aurait été une forme de renoncement à moi-même. Cette introspection n'a pas produit de décision immédiate. Elle a produit quelque chose de plus solide, un recentrage.
Je cessais de me demander ce qu'il faisait, avec qui, et pourquoi. Je commençais à me demander ce que moi, j'acceptais encore, et ce que je refusais désormais. À partir de ce moment-là, le regard que je portais sur lui a changé. Mais surtout, le regard que je portais sur moi s'est redressé. Je n'étais plus une femme qui attendait une explication suffisante. J'étais une femme qui se préparait, intérieurement, à ne plus se contenter de réponses partielles. Je n'avais pas encore agi. Mais je n'étais plus passive. Et ce déplacement intérieur, silencieux, était déjà un point de non à retour. À partir de cette certitude intérieure, je n'ai pas cherché l'affrontement. J'ai compris que poser des questions sans cadre me renverrait toujours au même mur. Il fallait autre chose. Non pas une réaction, mais une démarche. Non pas une scène, mais une construction. J'ai décidé d'avancer avec méthode, comme on le fait quand on ne veut plus dépendre de la version de l'autre. J'ai commencé par observer, sans me trahir. J'ai noté des horaires, des absences, des moments où il s'isolait systématiquement avec son téléphone. Pas par obsession, mais pour rétablir une chronologie. Je voulais des faits, pas des impressions. Chaque détail noté me redonnait une forme de stabilité. Je cessais d'être emporté par le doute, je revenais au réel. Ensuite, j'ai rouvert des dossiers que je n'avais pas consultés depuis longtemps. Relevés bancaires, contrats, factures. Pas parce que je soupçonnais une fraude immédiate, mais parce que je comprenais que le secret émotionnel s'accompagne souvent d'une organisation matérielle. Tout était là, à portée de main, mais je n'avais jamais pris le temps de regarder. Cette relecture m'a rendu plus calme. Les chiffres ne mentent pas. Ils racontent, à leur manière, une histoire précise. J'ai pris rendez-vous avec un professionnel. Pas pour accuser, ni pour demander conseil dans l'urgence. Pour comprendre mes droits, mes marges de manœuvre, les conséquences possibles de chaque choix. J'ai exposé les faits sans dramatiser. Le téléphone caché. Les silences. L'exclusion progressive. La personne en face de moi n'a pas été surprise. Elle m'a posé des questions simples, directes. Avait A, je été informé. Avait A, je donnais mon accord. Avait A, j'ai eu accès aux mêmes informations que lui. À chaque réponse, une évidence se précisait. Ce que je vivais n'était pas anodin. Cette étape a été déterminante. Elle m'a permis de sortir du registre affectif pour entrer dans celui de la légitimité. Je n'étais pas une femme jalouse. Je n'étais pas une épouse trop sensible. J'étais une personne tenue à l'écart de décisions et d'informations qui la concernaient directement. Cette reconnaissance m'a redonné une colonne vertébrale. À la maison, je continuais à agir normalement. Je n'évoquais plus le téléphone. Je ne cherchais plus à provoquer une discussion. Mon silence n'était plus une soumission. Il était une réserve. J'apprenais à ne pas dévoiler mes intentions, à garder pour moi ce que je préparais. Ce n'était pas de la dissimulation. C'était de la protection. Il y avait des moments de doute, des soirs où je me demandais si je n'allais pas trop loin, si tout cela ne finirait pas par détruire ce qui restait. Puis je me rappelais cette sensation précise, celle d'être exclu, celle de ne pas savoir volontairement. Et je comprenais que ne rien faire aurait été une destruction plus lente, mais plus profonde. Je travaillais aussi sur ma posture intérieure. Je refusais d'entrer dans la colère ou dans la supplication. Je voulais être claire, ferme, calme. Cette préparation était exigeante. Elle demandait de renoncer à l'image de la femme, compréhensive à tout prix, de renoncer aussi à l'espoir qu'il devine, qu'il avoue spontanément, qu'il change sans que j'aie à poser de limites. Peu à peu, un plan s'est dessiné. Pas un piège. Pas une vengeance. Une démarche précise, légale, assumée. Je savais ce que je demanderais. Je savais ce que je ne négocierais plus. Je savais aussi ce que j'étais prête à perdre pour ne plus me perdre, moi-même. Quand tout a été clair dans ma tête, j'ai ressenti un apaisement inattendu. Comme si le chaos intérieur s'était organisé. Je n'avais pas encore parlé. Je n'avais pas encore agi ouvertement. Mais je savais que je le ferais. Et surtout, je savais comment. Cette préparation n'a pas effacé la douleur. Elle l'a contenue. Elle l'a transformée en détermination tranquille. Je ne savais pas comment il réagirait quand la vérité sortirait du silence. Faire, mais je savais, avec une certitude nouvelle, comment moi je réagirais. Je n'étais plus la femme qui attend une explication rassurante.
J'étais celle qui se préparait à reprendre sa place, sans bruit, mais sans retour en arrière. La confrontation n'a pas éclaté. Elle s'est déposée, lentement, presque calmement. J'avais compris que si je laissais l'émotion guider ce moment, il se refermerait aussitôt dans le déni et les demi-vérités. J'ai donc choisi un instant ordinaire, sans mise en scène, sans menace préalable. Un soir où la maison était silencieuse, comme prête à entendre. Je lui ai demandé de s'asseoir. Il a obéi sans poser de questions, un peu surpris par mon ton. J'avais devant moi quelques documents, rien d'impressionnant en apparence. Mais leur simple présence a changé l'atmosphère. Il a jeté un regard rapide, puis a relevé les yeux vers moi. J'ai vu, dans ce bref échange, qu'il comprenait que cette fois assis, je ne parlais pas dans le vide. Je n'ai pas commencé par le téléphone. J'ai parlé de ce que je ressentais depuis des mois. L'exclusion, les décisions prises sans moi, cette impression persistante d'être tenue à distance. J'ai parlé lentement, sans accusation directe. Chaque phrase était posée, mesurée. Je ne cherchais pas à le coincer. Je cherchais à nommer. Il a tenté de détourner la conversation. Il a parlé de stress, de travail, de malentendus, des mots familiers, déjà entendus. Je l'ai laissé parler. Puis je lui ai posé une question simple, presque naïve. Pourquoi fallait-il cacher son téléphone? Pourquoi retourner l'écran? Pourquoi sortir systématiquement de la pièce? Il a souri, ce sourire qu'il utilisait quand il pensait pouvoir désamorcer. Il a dit que je me faisais des idées, que j'exagérais, que tout le monde fait ça aujourd'hui. J'ai alors posé sur la table les éléments que j'avais préparés. Les horaires, les incohérences, les faits précis. Pas pour l'écraser, mais pour sortir du flou. Le silence qui a suivi n'était pas celui de l'indifférence. C'était un silence dense, chargé. Il regardait les papiers sans vraiment les voir. Je sentais qu'il cherchait une issue. Une phrase qui lui permettrait de reprendre le contrôle. Elle n'est pas venue. Quand il a finalement parlé, ce n'était pas pour nier. Pas totalement. Il a minimisé. Il a parlé d'une relation sans importance, d'échanges anodins, d'une erreur qui n'avait pas de conséquences. D'échanges anodins. D'une erreur qui n'avait pas de conséquences. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Puis je lui ai dit calmement que le problème n'était pas ce qu'il appelait l'erreur. Le problème, c'était le mensonge organisé, le choix de me tenir à l'écart, la décision répétée de me priver de la vérité. Il a tenté de retourner la situation. Il a dit que je le jugeais, que je manquais de confiance, que je détruisais des années de vie commune pour des messages. J'ai senti la tentation de me défendre, de rappeler tout ce que j'avais donné, tout ce que j'avais supporté. Je ne l'ai pas fait. Je savais que ce terrain ne mènerait nulle part. Je lui ai répondu que la confiance n'existe pas sans transparence minimale, que cacher n'est pas protéger, que décider seul de ce que l'autre peut savoir est une forme de domination silencieuse. Ces mots l'ont atteint plus que je ne l'avais prévu. Il ne s'attendait pas à cette clarté tranquille. Quand je lui ai exposé la démarche que j'avais engagée, son visage s'est fermé. Il a compris que je n'étais plus dans l'attente d'une explication satisfaisante. J'étais passée à autre chose, à un cadre, à des limites, à une décision qui ne dépendait plus de son bon vouloir. Il a parlé de conséquences, de honte, de ce que les autres diraient. Je lui ai répondu que les conséquences existaient déjà, depuis longtemps, mais qu'elles n'étaient visibles que pour moi. Que mon silence avait été leur condition, et que ce silence était terminé. À ce moment précis, j'ai senti quelque chose se refermer. Pas un piège tendu par ruse, mais la fin d'un système. Celui où je faisais semblant de ne pas voir pour que tout continue. Celui où il pouvait mener une vie partiellement cachée, sans jamais être confronté. Il n'y a pas eu de cris, pas de larmes spectaculaires. Il y a eu une rupture intérieure nette. Je n'étais plus la femme qui attend. J'étais celle qui pose une limite et s'y tient. Cette transformation l'a déstabilisé plus que n'importe quelle menace. Quand il s'est levé et a quitté la pièce, je suis restée seule, étonnamment calme. Je n'avais ni triomphé ni perdu. J'avais simplement cessé de jouer un rôle qui m'étouffait. Ce soir, le piège s'est refermé, parce que j'avais cessé d'accepter l'inacceptable. Et dans ce silence retrouvé, je savais que, quoi qu'il arrive ensuite, je ne retournerai plus jamais à l'ignorance. Volontaire. Après cette confrontation, la maison n'a pas explosé.
elle s'est vidée. D'un poids ancien, d'une tension sourde qui occupait chaque pièce sans se laisser nommer. Les jours qui ont suivi ont été étrangement calmes, comme l'après d'une tempête qui n'aurait pas fait de bruit. Nous continuions à vivre sous le même toit, mais quelque chose s'était définitivement déplacé. L'équilibre reposait désormais ailleurs. Il parlait peu. Moi aussi. Ce silence n'était plus celui de l'évitement, mais celui d'un constat. Il n'y avait plus rien à expliquer, plus rien à négocier. Les faits avaient été posés. Les limites aussi, et chacun devait désormais faire avec. Très vite, la famille a commencé à ressentir les secousses. Les appels ont changé de ton. Les messages se sont faits prudents, parfois embarrassés. On me demandait comment j'allais, sans vraiment vouloir entendre la réponse. Certains voulaient comprendre, d'autres voulaient surtout que tout redevienne comme avant. Comme si la vérité n'avait été qu'un incident regrettable, une parenthèse à refermer. Je me suis retrouvée au centre de conversations feutrées. On me parlait de patience, de pardon, de discrétion. On me rappelait les années passées, les habitudes, l'image du couple que nous formions. J'écoutais, sans m'énerver. Je comprenais ce que ces paroles tentaient de préserver. Un ordre connu, rassurant, même s'il reposait sur mon effacement. Il y avait aussi les silences plus lourds, des proches qui ne m'appelaient plus, des invitations qui disparaissaient, des regards qui se détournaient quand je parlais. Je devenais, sans l'avoir voulu, celle qui avait osé regarder derrière le rideau, celle qui avait mis en danger une façade confortable. J'acceptais cette place, non par résignation, mais par lucidité. Je savais que toute vérité dérange avant de trouver sa juste place. À la maison, la cohabitation prenait une forme presque administrative. Nous parlions de ce qui devait être réglé. Le reste restait suspendu. Il oscillait entre justification tardive et retrait. Par moments, il semblait mesurer ce qu'il avait perdu. À d'autres, il se repliait dans une forme de déni tranquille. Je ne cherchais plus à interpréter. J'avais cessé d'attendre. Ce qui me surprenait le plus, c'était ma propre transformation. Je n'étais pas envahie par la colère. Elle avait laissé place à une clarté parfois douloureuse, mais stable. Je ne me sentais plus responsable de réparer les liens brisés. Je n'endossais plus le rôle de celle qui absorbe pour que les autres respirent. Cette liberté nouvelle avait un prix. La solitude ponctuelle, les jugements, les malentendus. Mais elle me rendait entière. Il y a eu des moments de doute, bien sûr. Des soirs où je me demandais si tout cela en valait la peine. Si je n'avais pas déclenché un chaos inutile. Puis je repensais à ces années d'ignorance organisée, à ce téléphone retourné, à ces phrases qui fermaient toute discussion. Et je comprenais que ce chaos apparent était la conséquence d'un déséquilibre ancien, pas de ma décision. Peu à peu, les lignes se redessinaient. Certaines relations s'éloignaient définitivement. D'autres se redéfinissaient sur des bases plus honnêtes. Il y avait des proches qui, à voix basse, me disaient qu'ils avaient toujours senti quelque chose sans oser le nommer. D'autres me remerciaient presque d'avoir dit tout haut ce que beaucoup préféraient taire. Ces confidences tardives confirmaient une chose. Le silence avait longtemps servi de colle artificielle. Je voyais aussi les effets de cette vérité sur les autres couples, sur les discussions familiales. Les questions devenaient plus directes, les non-dits moins tolérés. La vérité ne s'arrête jamais à celui qui la prononce. Elle circule, elle interroge, elle oblige chacun à regarder ses propres compromis. Et cela dérange. L'éclatement familial n'a donc pas été une rupture nette, mais une recomposition lente. Une réorganisation douloureuse, parfois injuste, mais nécessaire. Elle mettait fin à un système où mon silence garantissait la tranquillité collective. Elle obligeait chacun à assumer sa position, sans se cacher derrière mon accommodement. Je n'étais ni héroïne ni victime. J'étais simplement une femme qui avait cessé de se taire. Et cette simple décision avait suffi à révéler la fragilité de ce qui semblait solide. J'apprenais à vivre avec les conséquences, sans les dramatiser, sans les nier. Elles faisaient partie du prix à payer pour une existence plus juste. Dans ce tumulte discret, une certitude s'installait. La famille ne se détruit pas quand la vérité apparaît. Elle se transforme. Et ce qui ne survit pas à la vérité n'était déjà plus vivant, seulement maintenu par l'habitude et la peur. Je continuais à avancer, sans triomphalisme, mais sans regret.
car, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus invisible. Et cette présence retrouvée, même au milieu des conséquences, me donnait une force calme que je ne soupçonnais pas. Mais quand les remous ont commencé à s'apaiser, je me suis rendu compte que je ne cherchais plus à revenir en arrière. L'idée même de retrouver l'ancien rythme me semblait étrangère, presque irréelle. Ce que j'avais quitté n'était pas seulement une relation fragilisée, mais une manière de vivre où je m'étais peu à peu effacée. Et cette prise de conscience, loin de me plonger dans la peur, m'apportait une forme de soulagement calme. J'ai commencé par redessiner mon quotidien. Rien de spectaculaire. Des choix simples, mais assumés. Me lever plus tôt pour marcher seul, sans but précis. Prendre le temps de m'asseoir dans un café, sans téléphone à la main, simplement pour regarder le monde passer. Ces moments, autrefois impensables, devenaient des respirations nécessaires. Je découvrais une solitude pleine, habitée, qui ne demandait rien à personne. À la maison, l'espace se transformait aussi. J'ai déplacé des objets, rangé des papiers, ouvert des tiroirs que je n'osais plus toucher. Chaque geste avait une valeur symbolique. Je reprenais possession de ce qui m'entourait, et, à travers cela, de moi-même. Je ne cherchais pas à effacer les souvenirs. Je les replaçais à leur juste distance. Les échanges avec mon mari se faisaient rares et précis. Nous parlions de ce qui devait être réglé, sans détour, sans reproche inutile. Il n'y avait plus de tentative de rapprochement, ni de volonté de sauver les apparences. J'avais cessé d'attendre une reconnaissance tardive, une explication qui réparait tout. J'avais compris que certaines compréhensions arrivent trop tard pour être utiles. La famille continuait, elle aussi, à se réorganiser autour de cette nouvelle réalité. Certains liens s'étaient distendus naturellement. D'autres, contre toute attente, s'étaient renforcés. Des proches m'appelaient, non pour juger, mais pour dire qu'ils avaient retrouvé en moi une voix qu'ils n'entendaient plus depuis longtemps. J'écoutais ces paroles avec gratitude, sans m'y accrocher. Je savais que ma stabilité ne pouvait plus dépendre du regard des autres. Je me suis autorisée à penser à l'avenir sans culpabilité. Pas un avenir idéalisé, ni un projet de revanche, un avenir possible, simplement. Des envies modestes, mais choisies. Reprendre une activité, laissée de côté. Voyager quelques jours, seul. M'inscrire à un cours, non pour me prouver quelque chose, mais par plaisir. Ces perspectives me semblaient à la fois nouvelles et familières, comme si je retrouvais une version de moi, longtemps mise en veille. Il y avait encore des moments de tristesse. Des souvenirs surgissaient sans prévenir. Des gestes partagés, des rires anciens, des habitudes ancrées. Je ne luttais plus contre ces émotions. Je les laissais passer, sans leur donner le pouvoir de me retenir. La mélancolie ne me définissait plus. Elle me traversait. Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme différente. Pas plus jeune, pas indemne, mais droite. Présente. Cette image m'a émue plus que je ne l'aurais cru. Elle me disait que je n'avais pas été brisée par la vérité. Elle m'avait, au contraire, rendu plus juste envers moi-même. J'ai commencé à poser des limites avec une simplicité nouvelle. Dire non sans me justifier longuement. Exprimer un besoin sans m'excuser. Cette posture surprenait parfois. Elle dérangeait ceux qui me connaissaient, surtout pour ma capacité à comprendre, à arranger, à céder. Je ne reniais pas ces qualités. Je les encadrais désormais. Je choisissais quand et pour qui les offrir. Je comprenais aussi que cette nouvelle vie n'était pas une fuite. Elle était une conséquence logique. Après avoir vu, on ne peut plus vivre comme avant. Après avoir nommé, on ne peut plus se taire de la même manière. Ce déplacement intérieur était irréversible. Et pour la première fois depuis longtemps, cette irréversibilité ne me faisait pas peur. Je pensais parfois à ce téléphone caché, à ce détail qui avait tout déclenché. Il me semblait lointain, presque insignifiant. Pourtant, sans lui, je serais peut-être encore en train de m'adapter à une place trop étroite. Cette pensée me rappelait que certaines vérités commencent par un geste minuscule, mais refusent ensuite d'être ignorées. Cette nouvelle vie n'était pas spectaculaire. Elle n'était pas faite de grandes déclarations ou de victoires visibles. Elle était faite de cohérence, de choix alignés, de silences assumés. Et dans cette simplicité retrouvée, je sentais quelque chose s'installer durablement, une paix qui ne dépendait plus du mensonge ou de l'ignorance. Je savais que les derniers mots restaient à dire, pas pour clore une histoire,
mais pour l'habiter pleinement. Et j'y arrivais sans hâte. Porté par cette certitude tranquille, je n'avais rien perdu en cessant de me taire. J'avais, au contraire, retrouvé l'essentiel. Aujourd'hui, quand je repense à ce chemin, je ne le vois plus comme une suite d'événements douloureux, mais comme une ligne continue qui m'a ramené vers moi-même. Rien n'a été brutal. Rien n'a été héroïque. Tout s'est fait par glissements successifs, par prise de conscience silencieuse, par décision intérieure que personne n'a applaudie. Et pourtant, c'est précisément cette discrétion qui a rendu la transformation durable. Je ne suis plus la femme qui s'excuse de poser des questions. Je ne suis plus celle qui cherche des explications rassurantes pour continuer à croire que tout va bien. J'ai compris que la tranquillité apparente peut être une construction fragile, maintenue par le silence de l'un au profit du confort de l'autre. Et j'ai compris aussi que rompre ce silence n'est pas une trahison, mais un acte de fidélité envers soi-même. Il m'arrive encore de repenser à ce téléphone caché, à ce geste banal, presque invisible, qui a fissuré une certitude ancienne. Je mesure aujourd'hui à quel point j'aurais pu choisir de détourner le regard. Continuer, m'adapter, trouver des excuses. Beaucoup l'auraient fait, et je ne les juge pas. Le courage n'est pas toujours de partir ou de confronter. Parfois, le courage consiste simplement à ne plus se mentir. Je n'ai pas cherché à exposer qui que ce soit. Je n'ai pas cherché à obtenir des aveux spectaculaires. Ce que je voulais, au fond, était plus simple et plus exigeant à la fois. Reprendre ma place. Redevenir une personne entière dans ma propre vie. Être consultée, respectée, considérée comme capable de comprendre la vérité, même lorsqu'elle dérange. Ce parcours m'a appris une chose essentielle sur les relations humaines. Elles ne se brisent pas quand la vérité apparaît. Elles se révèlent. Ce qui survit à la vérité est solide. Ce qui s'effondre n'était maintenu que par l'habitude, la peur ou l'intérêt. Cette révélation est douloureuse, mais elle libère. Elle permet de cesser de porter seul le poids de ce qui ne fonctionne plus. Je ne nourris pas de rancune. La rancune attache au passé. Elle empêche d'avancer. Ce que je ressens aujourd'hui ressemble davantage à une lucidité apaisée. Je vois les choses telles qu'elles ont été, sans les embellir, sans les noircir. Je reconnais ce qui a existé, et je reconnais aussi ce qui n'existait plus depuis longtemps, même si je refusais de le voir. À celles qui se reconnaissent dans mon histoire, je n'ai pas de conseil universel à donner. Chaque vie a ses contraintes, ses peurs, ses équilibres fragiles. Mais j'aimerais leur dire ceci. Écoutez ce que votre silence est en train de fabriquer. Demandez à vous s'il protège vraiment l'amour ou s'il protège surtout l'injustice. Comprenez qu'il y a une différence entre être patiente et être effacée. Il n'y a pas d'âge pour poser une limite. Il n'y a pas d'âge pour dire que l'on mérite la vérité. Il n'y a pas d'âge pour décider que l'on ne veut plus vivre dans une histoire racontée à moitié. La dignité n'est pas une récompense accordée par les autres. C'est une position que l'on adopte, parfois tardivement, mais jamais trop tard. Eh bien, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas quelles relations se maintiendront, lesquelles s'éloigneront, mais je sais une chose avec une certitude tranquille. Je ne retournerai pas à l'ignorance volontaire. Je ne confondrai plus l'amour avec le sacrifice de moi à même. Je ne fermerai plus les yeux pour que les autres puissent vivre confortablement dans le non-dit. Ce dernier mot n'est pas une condamnation, ce n'est pas non plus un triomphe. C'est un constat posé, presque doux. Une manière de dire que le silence n'est pas toujours une faiblesse, ni une fuite. Qu'il peut être un choix conscient, une frontière claire, une réponse digne quand les mots ont été trop longtemps confisqués. Et si je devais résumer tout ce parcours en une seule phrase, celle que je garde désormais comme une vérité intime, ce serait celle-ci, simple et ferme à la fois. Le silence peut aussi être une forme de justice.